On oppose souvent les associations qui alertent, qui dénoncent aux institutions qui parfois tardent à réagir ou tarder à réagir. Moi, ce que je vois ici, sur ce territoire, et ce qu'on voit de plus en plus, c'est un partenariat efficace et surtout une connaissance des fonctionnements des uns et des autres et qui nous permet de mieux travailler. Il ne suffit pas de venir un jour signer une charte pour se donner bonne conscience. Parmi les cas traités par nos assistantes sociales, la moitié, et même plus de la moitié, proviennent des enfants, des élèves eux-mêmes. Et ce chiffre est à la hausse. Et c'est une constatation très intéressante. Et c'est aussi le travail en profondeur que nous avons fait avec les associations pour libérer la parole. La deuxième source de ces alertes, elle provient des équipes pédagogiques. Et ce chiffre-là aussi est en hausse. Ce qui prouve que tout le travail que nous faisons en profondeur de sensibilisation de nos équipes commence à porter ses fruits. Il faudra qu'on continue, évidemment. Je vous donne les chiffres et vous allez voir, pas besoin d'un visuel. Nombre de signalements en 4 années, 205, 271, 170 l'année du confinement, 326 l'année dernière. Ce qui montre, là aussi, évidemment, que les informations remontent et que ce travail est fait. Il est fait essentiellement, là aussi, par nos personnels médico-sociaux. Mais parmi, on va dire, ces signalements, on peut dire que les 3/4 relèvent de violences et pas dans ces 3/4, une bonne moitié relève de violences sexuelles au sens large, qu'elles soient agressions sexuelles, mais aussi, et je voudrais insister là-dessus, des mariages forcés. L'an dernier, alors l'année 2019-2020, 9 jeunes filles mineures de moins de 15 ans étaient mariées. L'année suivante, le chiffre est passé à 14. Alors, c'est ce qu'on voit, c'est peut-être pire. Je salue monsieur le procureur qui nous a nommé un référent et justement pour que ces affaires avancent et soient traitées de manière encore plus efficace. Merci monsieur le procureur. Et je voudrais finir, j'ai beaucoup remercié les associations, je voudrais évidemment, je suis dans mon rôle, remercier tous les personnels de l'éducation nationale qui se sont considérablement impliqués dans toute forme d'action. J'ai parlé évidemment des actions quotidiennes de nos personnels médico-sociaux. Je voudrais aussi insister sur tout le travail qui a été fait dans les circonscriptions, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, ces groupes de travail, ces activités qui ont été menées pour qu'on libère la parole, pour qu'on écrit des petites scénettes avec les élèves, pour qu'on se sensibilise par toutes les formes possibles à ces violences sexuelles. Le travail, il doit être fait en profondeur, il avance grâce à la mobilisation de tous et de toutes. Et je voudrais vraiment remercier nos personnels qui, malgré les difficultés, malgré aussi tout ce qu'ils doivent faire, n'oublient pas que ceci reste et devra rester une de nos priorités. Je vous remercie. Nous avons recensé chaque année, avec des chiffres qui sont stables, sur les 4 dernières années, entre 150 et 180 procédures transmises au parquet concernant soit des violences de nature sexuelle, soit des violences tout court, physiques, sur les mineurs. Une cinquantaine de viols, procédures concernant des viols commis chaque année, que ce soit en zone police, gendarmerie, de manière globale, sur des mineurs de moins de 15 ans. Un chiffre un peu plus faible, une quinzaine, une vingtaine de faits de viol sur des mineurs de plus de 15 ans. Donc, en moyenne,
entre 70 et 80 procédures concernant des faits de viol dénoncés sur des mineurs, avec une majorité de faits concernant des mineurs de moins de 15 ans. Et puis, à peu près autant de procédures, entre 70 et 80, concernant des violences faites sur des mineurs qui ne sont pas des violences dites sexuelles. Ces chiffres sont constants. Dans 45% des cas, en moyenne, c'est-à-dire à peu près la moitié des affaires qui nous sont signalées, qui sont traitées judiciairement, eh bien, la procédure est classée sans suite. Dans près de 40% des cas, l'affaire ne peut pas donner lieu à des poursuites parce que la victime y renonce. Et quand on parle de renoncement de la victime, c'est qu'à un moment, la victime nous échappe totalement dans le processus judiciaire. On ne peut plus l'entendre, on ne peut pas faire les expertises médicales, on ne peut pas avoir le moindre témoignage. Elle disparaît, cette victime. Et puis, vous avez, dans d'autres hypothèses, c'est environ 50% des motifs de classement, un auteur qui a disparu, c'est ce qu'on appelle des recherches vaines. Un auteur qui est clairement identifié comme un violeur, comme un agresseur sexuel, mais on n'arrive pas à le retrouver, pour différentes raisons. Il a pu quitter le territoire, mais il peut encore être sur le territoire. Et c'est là encore une problématique spécifique de Mayotte. C'est l'absence d'adresse qui permet de retrouver les personnes, l'absence d'état civil, parce que on le connaît, on l'identifie, on sait que c'est un tel ou un tel, mais on le connaît par un surnom, ou par un nom qui n'est pas celui qu'il utilise ailleurs. Et même si cette personne est connue, identifiée, on ne pourra jamais la retrouver. Les services de police et de gendarmerie n'arrivent pas à l'identifier formellement, à l'attraper, à le placer en garde à vue. Et parfois, quand elles réussissent à attraper quelqu'un qui pourrait être celui-là, on n'arrive plus à retrouver la victime pour le confronter à celui qui est dit être, qui potentiellement est l'auteur, et l'institution judiciaire ne peut rien faire. Chaque intervenant de la chaîne judiciaire a cette conscience qu'on ne traite pas un dossier, mais qu'on traite une situation individuelle, et que l'engagement, je peux vous l'assurer, de l'ensemble des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie nationale, comme ceux des magistrats qui traitent ces dossiers, ont toujours, est toujours éclairé par cette dimension très personnelle. Parce qu'on reçoit les gens dans nos bureaux, que ce soit les services de police et de gendarmerie, on reçoit les victimes, on reçoit leurs familles. J'avais aussi cette conscience que l'attente était extrêmement forte et que, au-delà des chiffres que je peux produire, il y a des insatisfactions, des incompréhensions qui sont liées justement à cette dimension humaine de ce type de contentieux. Nous avons régulièrement des sollicitations, des aiguillons qui, dans notre schéma institutionnel, parfois nous dérangent, parfois nous agacent, je dois le dire, parce que ça nous empêche de fonctionner comme on aimerait fonctionner. Voilà. Pour autant, je ne devrais pas le dire aujourd'hui, continuer. Continuer à nous agacer, continuer à nous secouer un peu, pas trop quand même, mais continuer à nous dire de faire. Parce que ce qui nous guette tous, peut-être, c'est ce sentiment que on en fait assez. On n'en fait jamais assez, on n'en fera jamais assez. Et donc cette journée est à la fois un aboutissement et un point de départ. C'est que vous avez pris, vous, une posture qui est un petit peu différente, qui n'est pas de dire « ne vous laissez pas faire ne les laissons pas, ne vous laissez pas abîmer », mais de dire « nous n'allons pas vous laisser vous faire abîmer ». Voilà. La logique, elle s'impose en matière de violence sexuelle sur les mineurs. Parce que nous avons affaire à un public qui n'est pas en situation d'être en situation de se défendre. Hier encore ou avant-hier, j'étais aux assises dans un dossier et une femme était victime d'agression sexuelle.
ou d'une tentative de viol. J'en dirai pas plus sur le dossier puisque le huis clos a été demandé par la victime. Et cette dame disait simplement: cette fois, j'ai déposé plainte, j'ai été voir mes supérieurs hiérarchiques pour leur dire que j'étais victime d'une tentative de... Parce que quand j'avais 6 ans, j'avais été victime d'un viol. Et celui qui m'avait violé quand j'avais 6 ans m'avait dit tout simplement: si tu le dis, je vais brûler le manga de tes parents et je violerai tes autres sœurs. Voilà. Nous devons, nous, professionnels de la justice, comme doivent continuer à le faire également ceux qui sont en charge des enquêtes, à rester dans une logique d'impartialité, éviter les instrumentalisations, éviter des poursuites qui ne devraient pas être engagées pour des dossiers trop fragiles ou des situations qui ne correspondent pas à des réalités. Elles sont marginales, mais nous avons aussi une obligation de prudence aussi par rapport à ces situations qui, je le conçois, je le redis, sont des situations marginales. Moi, les engagements que je peux prendre aujourd'hui, qui sont des engagements limités, encore que, ce sont des engagements que je peux tenir. Les autres n'auraient pas de sens. Vous avez parlé, monsieur le recteur, de l'amélioration du traitement des signalements. On a tellement d'améliorations à apporter. Vous avez fait un effort au sein de l'éducation nationale pour que le recueil du signalement, pour que la parole se libère. On en voit aujourd'hui les effets et de manière extrêmement rapide. Il faut aujourd'hui que cet effort que vous faites, bien évidemment, se poursuive, mais il faut aussi et surtout que l'institution judiciaire soit en mesure de traiter ces signalements. Je suis aujourd'hui sur un projet interne au tribunal de renforcement significatif de la chaîne de traitement de ces signalements. D'abord en y essayant d'y affecter un personnel dédié de greffe, parce que nous avons encore aujourd'hui, je le dis avec honte, des signalements qui nous sont communiqués parfois depuis plusieurs semaines qui ne sont pas traités. Voilà. Non pas parce qu'on s'en moque, mais tout simplement parce que nos effectifs et les contraintes judiciaires font qu'on n'a pas forcément les moyens à y mettre dans le traitement de l'urgence judiciaire qui nous déborde tous. Et c'en est une. Voilà. Au-delà de la désignation d'un référent, on puisse, monsieur le recteur, si vous en êtes d'accord, et en association avec le conseil départemental, qu'on se fixe des rendez-vous qui puissent être des rendez-vous au moins trimestriels, pour faire un bilan d'étape sur chacun des signalements. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Qu'est-ce que nous, institutions judiciaires, on en a fait? Qu'est-ce que la police et la gendarmerie en a fait? Comment ce signalement, la réponse peut-être de l'accompagnement, peut être mise en œuvre par le conseil départemental? C'est aussi à échéance, cette fois, de 36 mois. C'est à la fois long, mais en même temps très court. Un investissement massif dans la médecine légale. Parce que pour judiciariser des procédures, encore faut-il qu'on puisse avoir des éléments de preuve pour que le coupable, au-delà de l'aveu, puisse être déclaré coupable sur des éléments qui soient des éléments tangibles. Nous allons aussi travailler d'arrache-pied avec l'hôpital pour essayer de créer cette structure, ce qu'on appelle l'UAPED. Alors, je remets mes lunettes. L'unité d'accueil pédiatrique de l'enfance en danger. Voilà. C'est une unité qui, normalement, à la fin de l'année 2022, doit exister dans tous les centres hospitaliers. C'est une unité qui a vocation à recueillir, à accueillir et à suivre et accompagner l'ensemble des mineurs qui sont victimes, dans un lieu unique, avec des médecins pédiatres, avec un médecin légiste dédié, avec des infirmiers, avec un lieu qui permettra leur audition pour limiter le traumatisme, faciliter la prise de parole. C'est déjà ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place avec l'hôpital dans cette IML renforcée à échéance 2 ou 3 ans.
Cette démarche, elle est essentielle parce qu'elle nous oblige, les uns et les autres, institutionnels, parents, voisins, à regarder, à dire et à ne pas laisser l'autre tout seul. C'est ça qui compte. Deuxième élément essentiel, c'est que ce projet nous oblige, nous, institutionnels, tout en restant dans l'impartialité qui doit être la nôtre, à se mobiliser en permanence et à créer des circuits pour devenir de plus en plus efficaces. Et au-delà de grands projets et de construction prophétique, je pense qu'on pourrait faire déjà beaucoup pour cette cause si chacun à la place qui était la nôtre, on faisait déjà ce qu'on avait à faire. Je veux remercier tout particulièrement le collectif Akiza Wanatsa pour avoir été l'assemblier inlassable de l'ensemble des partenaires et des actions de cette campagne inédite sur le territoire qui a su mobiliser 32 partenaires associatifs et institutionnels. Aucun adulte ne peut ainsi se prévaloir du consentement sexuel d'un enfant s'il a moins de 15 ans ou moins de 18 ans en cas d'inceste. C'est une avancée importante, mais je crois que les mobilisations comme aujourd'hui le sont tout autant car elles sont le résultat d'un travail partenarial important, un travail transversal et de pédagogie qui a toute sa force. Dès lors, je veux indiquer la disponibilité du conseil départemental à continuer le travail sur toutes les actions qui peuvent contribuer à favoriser le respect partout des droits de l'enfant, et ce, au-delà de cette journée même. Ensemble, à titre personnel et institutionnel, nous avons signé cette charte, soit depuis le début de la campagne, soit au fur et à mesure, comme le décrivait monsieur le recteur tout à l'heure. L'ensemble des pouvoirs publics et des institutions sont mobilisés. Alors vous venez de l'entendre là, mais chacun dans sa compétence, de l'éducation et de la présence près des enfants pour l'éducation nationale, en passant par la protection maternelle et infantile, la protection de l'enfance, l'assistance à l'enfance en danger, et puis les aspects protection, présence de la justice, répression signalée par monsieur le procureur. Cette réalité des institutions, des collectivités locales et des pouvoirs publics est une réalité. Et c'est un point sur lequel je souhaite insister et sur lequel j'ai demandé au service de l'État de s'engager d'une façon déterminée. Nous devons nous investir dans les compétences qui sont les nôtres et nous investir à fond. Porter dans chacune des compétences que je décrivais tout à l'heure ce souci, cette parole, cette volonté de comprendre et d'agir. Et on doit le faire en le comprenant, on l'a vu au travers des chiffres du questionnaire, que les violences faites de mineurs ne sont pas un phénomène anecdotique ou un sujet accessoire, mais que c'est, vous l'avez souligné, Madame la conseillère départementale, un vrai sujet de société dont nous devons nous saisir dans sa globalité et sa complexité. Je crois qu'une éducation à la sexualité préventive, liée à l'âge et aux capacités de chacun, constitue là aussi un axe d'une politique publique que nous devons exploiter et mettre en place, mais arriver aussi à parler aux enfants, leur permettre de comprendre et leur donner l'outillage pour pouvoir eux ensuite parler et comprendre eux-mêmes. Je ne peux que vous encourager à continuer à être présent et à jouer ce rôle compliqué, mais si utile que vous jouez, c'est-à-dire à la fois d'informer et d'aiguillonner, de pousser nos services, mais monsieur le procureur l'a bien expliqué tout à l'heure. Voilà, continuons à nous mobiliser au-delà de la satisfaction des premiers jours. Je vous souhaite dans cette journée des débats passionnés mais rigoureux. Je souhaite surtout qu'ils continuent à faire avancer notre combat. Merci de votre engagement.
l'intimité, c'est toutes ces questions aussi sur la virginité. Donc, du coup, bien sûr, la virginité, c'est quoi? C'est la régulation et contrôle social du corps de la femme par la famille, le village et la société. Voilà. Et donc, du coup, tout le monde, au moment du mariage, tout le monde veut avoir son mot à dire pour savoir si la fille était vierge ou pas. Donc, on va rentrer dans l'intimité de la personne, du couple, de la famille, d'où le fait qu'on va même jusqu'à exposer le sang de l'hymen et tout le reste, tout ça, quoi. Donc, voilà, donc, pour les personnes, c'est... Voilà. Donc, l'intimité, et d'ailleurs, il y a eu des questionnements, oui, mais justement, quand il y a viol et que la personne n'a pas osé dire, à un moment donné, lorsqu'on va lui poser la question de la virginité, c'est directement, c'est là où les gens ils vont avoir des blessures parce que justement le traumatisme avec tout le reste, c'est-à-dire qu'ils ont subi quelque chose, ils n'ont pas osé le dire parce que de toute façon c'est compliqué, mais en plus on va aller dans le trauma, dans la stigmatisation par rapport à cette problématique du fait qu'il n'y a pas eu la virginité. L'enfant n'a pas à avoir d'intimité. Donc, c'est normal qu'avant l'adolescence, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas d'intimité. Donc, l'intimité, c'est pour les grands. Donc, du coup, il y a cette idée aussi que, voilà. Donc, du coup, le symbolique de la... Comme il y a une personne qui me disait, chez nous, ma mère refusait qu'on ferme la porte. Parce qu'on est enfant, on n'a pas à avoir d'intimité. Donc, du coup, il peut rentrer à tout moment. Il dit, c'est ma chambre. Et après, maintenant, la place de la parole pour évoquer l'intimité, les personnes qui sont habilitées à parler de la sexualité, de l'intimité avec les enfants, c'est les grands-parents. Donc, c'est d'où le fait que de toute façon, c'est tout à fait normal que les mères et les pères, ils ont du mal parce que c'est la relation en plaisanterie et les grands-parents, ils jouent ce rôle-là. Et puis, bien sûr, le symbolique du banga, d'autant plus que le garçon, quand il est pubère, on lui fait comprendre physiquement que comme maintenant il peut exprimer son intimité, il dégage. Tu t'en vas ici, loin de tes sœurs, pour que voilà, il y ait pas, voilà, on écarte le risque. Voilà. Donc du coup, le fait de ne pas d'écarter le risque physiquement, c'est justement pour éviter d'en parler. Après, maintenant, il est vrai que la virginité devient de moins en moins l'affaire de la famille, du village et de la société, parce que ça devient l'affaire du couple. Apparemment, maintenant, on pose la question, mariage yahale ou yahabasa, c'est-à-dire un mariage ancien ou nouveau. Donc, du coup, les gens, de plus en plus, parfois, les parents eux-mêmes, ils ne s'autorisent plus à les demander à leur enfant. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, ce qui compte, c'est le grand Mazaraka avec beaucoup d'argent. Oui, donc on passe d'une autre étape. Par contre, dans cette question de la virginité, il y a une forme de radicalisation. Il y a le fait que maintenant, on demande moins, mais lorsque on a cette occasion de pouvoir le faire, tout le monde va vérifier, on s'appelle pour dire « Ah, il est vierge !» Vous voyez, donc des choses comme ça. Et les filles me disaient que là, au mois d'octobre, au mois d'août, il y a eu des choses, et il y a encore les femmes là qui vont vérifier la virginité. Dans le village, ils font le tour pour aller vérifier, voilà. Et ils m'ont raconté quelque chose un peu pareil, terrible, c'est le fait qu'à un moment donné, le garçon, il avait du mal. Il avait du mal, et donc du coup, il y a la tante, en tout cas, il y a un membre de la famille, je ne sais plus si c'est du côté du père ou de la mère, il est venu dire non, on a trop attendu là, ouvre, on va mettre le doigt. Il faut qu'à un moment donné, il y ait quand même un dialogue entre les parents, l'éducation nationale et tout le reste pour que les gens aient le même message, partager le même objectif. Une fois, j'étais dans la salle de bain et ma mère rentre, donc je crie, mais un peu d'intimité, voyons. Et elle m'a dit, tu sais dire intimité en mahorais? Voilà. Et elle m'a dit, parce que ça n'existe pas. Donc tu peux continuer à chercher, et c'est totalement vrai, en fait ça n'existe pas. Et finalement, on se retrouve dans beaucoup de situations comme ça, où cette intimité, on la cherche réellement. On se retrouve certaines fois avec des membres de la famille, que ce soit des grands-mères, des grands-pères, qui nous touchent d'une manière qu'on n'a peut-être pas envie d'être touché, qu'on nous dise « Ah, t'es tombé dans l'escalier, les seins ?» En fait, c'est encore mon intimité et j'essayais de les cacher sous mon grand t-shirt. Et en fait, c'est tout plein de remarques comme ça qui paraissent peut-être inoffensifs et qui, en fait, nous met un peu dans une bulle. Et moi, je sais que j'ai longtemps été un garçon manqué par ça, parce que je fais partie d'une famille où, justement, on a peut-être des seins un peu plus gros, des attributs un petit peu plus, voilà. Et donc, je mettais des grands t-shirts, des shorts, vraiment pour qu'on ne me regarde pas, en fait. Pour sortir de cette idée de
ah, je vais être finalement un petit peu, comment je vais dire ça, sexualisée parce que j'ai des attributs et que j'étais un peu plus jeune. Donc vraiment, cette idée de l'intimité, c'est totalement ce que vous venez de dire. On remarque souvent que la parole peut se libérer pour beaucoup qui décrivent avoir subi eux-mêmes des violences sexuelles dans leur enfance. Et là, on peut retrouver cette incompréhension à ce moment-là. Il y a toujours le côté répressif qui est mis en avant et les gens ont quand même du mal à passer le cap. Après, bon, il y a tout ce qu'il y a autour du tabou sur le sexuel, mais je pense que le côté répressif est beaucoup trop perçu par le public, ce qui les freine un petit peu pour venir. Après, ça freinerait quelque part les possibilités des gendarmes d'être dans cette posture d'étayage, c'est ça que tu veux dire? C'est que les gens ont vraiment, enfin, je ne sais pas comment c'est perçu, mais ils ont vraiment du mal à passer le cap, à venir chez nous pour vraiment dénoncer les faits, quoi. Là, c'est vrai que dernièrement, on voit quand même qu'il y a une certaine évolution, mais c'est quand même un peu faible par rapport à ce qui existe vraiment sur le terrain et ce qui est vraiment la réalité du terrain, quoi. Si les gens ont peur de venir déposer plainte ou de dénoncer certains faits, c'est aussi parce qu'il y a la question culturelle, bien entendu, mais c'est parfois, et malheureusement pour la question de l'identité, enfin pas de l'identité, mais des titres de séjour. C'est qu'il y a beaucoup d'individus, de personnes qui ne vont pas aller auprès des forces de l'ordre parce qu'elles ont peur de l'effet souricière. C'est-à-dire qu'elles se disent, si je dépose plainte, si je me manifeste, si j'essaye d'entamer une procédure judiciaire, bah, je risque d'être identifié ou d'être attrapé par la police aux frontières et de finir rapatrié dans mon pays d'origine. Ça, c'est une réalité, malheureusement. On ne va pas inquiéter une personne parce qu'elle est en situation irrégulière. C'est d'abord son statut de victime avant tout. Est-ce qu'on peut viser une bonne compréhension et un bon regard sur soi du mis en cause vis-à-vis de ce qu'il a commis lorsque la réponse pénale risque de venir après un temps qui, proportionnellement à l'existence du sujet, est finalement d'autant plus important qu'il est jeune lui-même? Je pose la question à Marion qui voit les mises en cause régulièrement. La justice des mineurs, en fait, elle a un objectif et cet objectif, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'elle sera beaucoup plus patiente et beaucoup plus pédagogique que la justice des majeurs. Et elle prend en considération le fait qu'un mineur, c'est une personnalité en construction, donc qui est immature et qui a besoin qu'on lui répète et rappelle fréquemment des évidences. Ce qui, pour les adultes, peuvent être des évidences, mais qui, pour des mineurs ou des enfants, sont soit des impensés, soit des inconnus, soit des choses qui, au contraire, les indignent ou les révoltent ou les bousculent. Et quand on essaye, en tant que professionnel du droit, en tant que magistrat ou en tant qu'éducateur, d'accompagner le mineur, il peut y avoir une forme de frustration parce que la réponse, elle n'est pas immédiate, parce que le mineur, il est imprévisible et parce qu'il y a des fugues, il y a des choses qui sont mises en échec par son comportement. Et puis il y a aussi les frustrations qui sont liées à l'État, et ça je ne le cache pas, je ne suis pas là pour mentir par rapport à la réalité, par rapport à l'état de l'institution judiciaire, par rapport au manque chronique de moyens, par rapport à des dossiers qui sont oubliés, empilés dans des bureaux, à ce genre de choses. Ce qui fait qu'on a un idéal de justice, et cet idéal, parfois il va venir se fracturer ou se fracasser contre la réalité. Je prends des précautions, mais je me suis rendu compte dans plusieurs procédures, quand il s'agit de viol ou d'agression sexuelle, que souvent l'interprète a du mal quand il s'agit de traduire le mot consentement, que souvent l'interprète a du mal quand il s'agit de parler de viol, et parce que très souvent ce qui transparaît dans les retranscriptions, c'est je lui ai fait l'amour ou je l'ai baisé, mais à aucun moment il y a dans le langage même en fait cette notion de viol et de contrainte. Moi, mon souci aujourd'hui, c'est de faire que la loi de la République s'applique à Mayotte comme ailleurs. Si demain, une petite fille vient déposer plainte ou que son père vient déposer plainte avec cette petite fille en me disant « sa tante l'a violée parce qu'elle a introduit son doigt dans le vagin de cette petite fille » et que cette petite fille est extrêmement choquée, parce que c'est aussi une réalité de cette petite fille qui est extrêmement choquée, moi je vais traiter, ou peut être extrêmement choqué, je vais traiter cette situation comme je l'aurais traité en métropole, sans tenir compte du fait que ce soit sa tante et que culturellement, il y avait habituellement une autorisation, entre guillemets, parce que je ne sais pas si elle existe, de faire des introductions digitales dans le sexe de sa nièce.
J'ai en mémoire une situation où vous aviez un couple recomposé. Pas forcément à Mayotte, mais la situation peut se retrouver de la même manière. Un couple recomposé avec des enfants de chaque fratrie. Vous avez une petite fille qui a 12 ans et dont les parents s'aperçoivent qu'elle a des relations sexuelles régulières avec le fils aîné de l'autre conjoint, du beau-père qui, à l'époque, a 18 ans. 12 ans, 18 ans, voilà. Et puis, même si les parents sont choqués, même si les parents essayent d'intervenir, ces relations sexuelles entre les deux enfants vont durer pendant 3 ans ou 4 ans. Et de Garlas, et peut-être parce qu'ils ne mesurent pas l'impact sur cette gamine de la situation, ils vont presque accompagner ce qu'ils pensent être une relation parfaitement amoureuse entre cette petite fille et ce garçon. Et puis finalement, 10 ans plus tard, cette gamine, elle a 24, 25 ans, et elle explose. Et elle explique à ses parents que c'est un scandale. Parce que pendant 6 ans, elle a été violée par ce beau-fils. Et qu'à aucun moment, ils ne lui ont simplement demandé si elle était d'accord. Il y a certaines périodes du développement où les questions de nature sexuelle n'ont pas autant d'impact sur le plan du vécu et sur le plan traumatique qu'elles n'auraient à d'autres âges de développement. Et typiquement, on peut observer ce que moi j'appelle des relectures traumatiques. Pour faire très simple, jeune fille 8-9 ans qui, par exemple, se voit introduire un doigt dans le vagin pour vérifier sa virginité, peut-être que sur le coup, quand moi je vais la rencontrer à cet instant T, peut-être qu'effectivement, je vais, en conclusion de mon rapport, dire en fait, il n'y a pas à ce stade d'impact traumatique. En revanche, je vais toujours finir par une autre phrase qui est qu'il est tout à fait possible qu'il y ait des complications ultérieures, et notamment au moment de l'accès aux représentations secondaires, c'est-à-dire aux représentations qui sont au-delà de la famille. Parce que, vous le savez tous, quand on a 8 ans, ce qu'on vit est toujours normal. Parce qu'on ne connaît que ça, et qu'on n'a pas nécessairement accès aux représentations du groupe plus large. Et quand arrivent les représentations secondaires, donc celles qui sont plus largement partagées par la société. Et si chacun, on se dit attention, culturellement, il faut faire attention, parce qu'on est dans une culture, alors le curseur, là, il va falloir qu'on le module plus bas parce qu'on est à Mayotte, ou c'est des gens qui viennent des Comores, ou c'est des gens qui viennent d'en Afrique de tel ou tel pays, et dans ce pays-là, c'est encore plus bas, mais on ne va pas s'en sortir. Donc, arrivé au commissariat de police, on nous a dit que non, la maman ne peut pas porter plainte si la jeune n'est pas là, n'est pas présente pour l'entendre, l'auditionner. Donc nous, c'est ce qu'on nous a dit. On a été au commissariat en face au CHM. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, la mère est responsable légale de l'enfant. Hein, donc oui, déjà, ça coupe court à toute discussion. En tant que responsable légale, elle représente sa fille, donc elle peut faire à peu près tout ce qu'elle veut. Mais de toute façon, la question n'est pas là. Vous informez un service de police et de gendarmerie. Enfin, je suis dans la théorie, hein, puisque j'entends. Je ne dis pas que ça n'existe pas, et ça existe aussi en violence conjugale, où l'accueil, ça a été rappelé ce matin aussi par le monsieur le préfet, où l'accueil des victimes doit être renforcé, amélioré. Voilà. Il faut surtout se dire que, je ne sais pas si... c'est l'appel à la prière, il faut que je me taise. Bon, il faut se dire que l'important, c'est que ça remonte, que ça se sache. Voilà. La maman, elle va au commissariat, on refuse de prendre sa plainte, pas de problème. Vous écrivez directement au procureur. J'ai discuté un petit peu avec Solène Augier, et je la cite parce que je ne voudrais pas m'approprier ses propos. Elle a dit, mais en fait, les jeunes garçons qui sont victimes de violences sexuelles ont une double... ils sont 2 fois victimes. La première fois parce que donc on s'est très peu considéré, et la deuxième fois c'est parce que si on relie la question du viol à la perte de la virginité, comment on fait pour prouver qu'un jeune garçon a perdu sa virginité? Moi, je ne veux pas entendre parler de réparation traditionnelle. Moi, quand une petite fille est violée, elle est violée. Je ne veux pas savoir si on a filé 10 000 euros pour mettre ça sous le tapis. Et que ce soit un garçon ou une fille, je ne veux pas en entendre parler. On pourra toujours me dire qu'on a payé les 8 000 euros ou les 10 000 euros. Je poursuis quand même. On ne viole pas. Donc c'est aussi un travail collectif qui vient
voilà, vraiment du territoire, avec des Mahorais, avec des Mahoraises, avec toutes les professions liées à la société et au social sur le territoire, avec des personnes aussi qui ont relu ça du point de vue du droit, puisque vous verrez que ça commence et ça termine aussi dans le bureau d'une juge. Et ça, c'était important qu'on puisse être au plus proche non seulement d'une réalité terrain, mais aussi d'une vérité. Il y a parfois des gens qui viennent me dire, bon, il y a des cases où il n'y a pas de dialogue. Bah oui, il y a des cases où il n'y a pas de dialogue. Eh bah oui, faut imaginer, il faut rentrer dans l'histoire, il faut rentrer dans le dessin, et on apprend d'autres choses que les mots simplement. Et parfois, un dessin, ça permet de comprendre des choses qu'on ne peut pas dire, ou qu'on dit maladroitement. Ça peut et ça doit, à mon sens, être diffusé relativement massivement, partout, à destination de tous les publics, dans toutes les familles, toutes les associations, toutes les institutions, évidemment chez les grands distributeurs, évidemment il y en aura en librairie, mais surtout que ça passe de main en main. Alors cette année, on s'est axé sur l'article 19 de la Convention, donc sur la protection des mineurs contre toute forme de violence physique et mentale. Et donc on a axé effectivement sur la prévention contre les violences sexuelles et la lutte contre les violences sexuelles. Et en l'occurrence, encore plus difficile de pouvoir poser un diagnostic ou d'apporter des solutions quand on sait que finalement, on est un des seuls territoires en France à n'avoir quasiment aucun chiffre capable de pouvoir réellement savoir l'étendue, en tout cas des dégâts sur le territoire. On disait tout à l'heure qu'il y a une trentaine de viols qui sont traités au niveau du judiciaire. On imagine tout à fait que les chiffres est bien au-delà. Et c'est donc pour ça que nous avons fait ce questionnaire en ligne, que certains, même nombreux d'entre vous, ont pu remplir et puis faire remplir, et qui nous amène à la conclusion, en fait, en premier lieu, qu'il y a réellement une corrélation entre les chiffres et les statistiques qui sont obtenus au national et ceux qu'on retrouve sur le territoire. Cela nous permet de dire que, par exemple, 10% de la population sur le territoire national souffre d'inceste. Ça fait 7 millions de Français, il faut que je boive parce que j'arrive plus à parler. Ça fait 7 millions de Français. 10% de la population à Mayotte, ça ferait donc 30 000 Mahorais. Sachant que l'inceste ne représente que 44% des violences sexuelles. Donc on arriverait sur le territoire mahorais à 68 180 cas de violences sexuelles sur mineurs. Jusqu'à là, on disposait que de ceux du rectorat, donc dans le bilan d'action sociale dont a parlé monsieur le recteur tout à l'heure, qui faisait état en gros de 350 signalements et informations préoccupantes annuelles. Nous avons depuis donc les chiffres de la CRIP et du parquet. Concrètement, donc en gros 1 millier d'informations préoccupantes et signalements par an. Sachant que monsieur le procureur l'a dit tout à l'heure, 157 sont judiciarisés, ça fait 0,2%. 40 sont poursuivis, donc ça fait 0,06%. Sans connaître réellement le nombre de condamnations, mais il les a donnés tout à l'heure. Et là, on se rend compte quand même qu'il y a un travail qui est effectué derrière, puisqu'on retrouve une grande proportion de personnes actuellement à Majicavo qui sont responsables de telles agressions. Cette volonté de parler, et nous on l'a très bien vu dans le milieu scolaire, quand on leur a laissé la parole, quand on a créé sur la base du volontariat des groupes de parole sur la pause méridienne, les enfants sont venus en nombre et ont participé à ces groupes qui avaient été organisés notamment par nos collègues de l'ACFAV, du REPEMA, de Mlési, de l'UDAF, et ils se sont confiés, se sont ouverts, et c'était des échanges très enrichissants. Nous avons élaboré 3 axes, 5 groupes de travail et effectué pas moins de 32 visioconférences rassemblant l'ensemble des référents CID sur cette campagne, soit plus de 40 personnes mobilisées sur 38 semaines. Donc la charte elle a été signée solennellement le 8 septembre dernier par monsieur le recteur ici présent, à l'ensemble des représentants institutionnels, monsieur le préfet, monsieur le représentant du conseil départemental, colonel de gendarmerie, directeur territorial de la police nationale, le président du tribunal judiciaire, le président de l'association des maires, la représentante du collectif, la représentante de l'ARS, l'ensemble des représentants associatifs. Et cette charte, elle se compose d'un préambule et de 3 volets. Le préambule est important puisqu'il rappelle que sur l'île de Mayotte, comme dans le monde entier, la problématique des violences sexuelles et leur éradication se heurte systématiquement au silence. Et pour finir sur les actions menées,
On approche une centaine de mobilisations, c'est 3 fois plus que lors des 2 précédentes campagnes. Une vingtaine dans le milieu sportif grâce à l'association Profession Sport et Loisirs, qui a pu sensibiliser 300 mineurs, 200 professionnels, 22 dirigeants sur 15 communes. Une trentaine d'actions menées dans le second degré qui a pu mobiliser 7000 élèves, parents et personnels, grâce à l'appel à projet lancé conjointement avec le rectorat. Et une commande massive d'ailleurs de bandes dessinées qu'on vous présentera dans un instant après la pause, dans le primaire, le secondaire ainsi qu'au CUFR. Plus de la moitié n'a jamais parlé de sexualité avec leurs parents. Jamais. Les mots qui reviennent pour expliquer cette difficulté sont parents, tabou, peur, famille, entourage, mal, religion, mariage, culture, honte et confiance. Je pense que ça a été amplement visité ce matin. 37% des répondants, ça par contre gravissime, déclarent avoir été victimes de violences sexuelles. 37%, donc 2 fois plus que les statistiques au national, sachant que l'échantillonnage est peut-être biaisé. Et 11% ne savent pas si ce qu'ils ont subi peut être considéré comme une agression sexuelle. À mettre en relation avec le fait que 82% de ceux qui ont dit « je ne sais pas » n'ont jamais parlé ou très difficilement de sexualité avec leurs parents. On voit là qu'il y a une réelle corrélation entre le fait d'avoir eu aucune éducation à la sexualité et ne pas du tout savoir si ce qu'ils ont subi est une agression. Aux 51 personnes qui ont pu saisir cet espace de parole, qui est le questionnaire, pour témoigner de leur histoire. Nous voulons adresser ces quelques mots. Nous vous avons lu, nous en avons parfois pleuré, vos récits nous ont touchés, révoltés, nous vous croyons et nous vous remercions pour votre confiance et votre courage. Nous espérons pouvoir vous aider, vous accompagner, prévenir les drames que pourraient encore commettre les agresseurs que vous mentionnez. Beaucoup disent ne pas avoir eu d'autres opportunités de prendre la parole auparavant. Nous souhaitons que cela change. Nous souhaitons systématiser toutes les belles initiatives qui ont pu voir le jour grâce à cette mobilisation inédite et parvenir progressivement à résorber cet effroyable écart entre le nombre de victimes réelles, d'agresseurs réels, et l'identification et le traitement qui est fait actuellement de ces situations. Et ça a été vraiment bien dit, je pense, par nos officiels qui en sont conscients également, pour construire ensemble cette société dont nous rêvons tous, basée sur le respect de soi, de l'autre, et la dignité de chacun, sur des valeurs communes que nous partageons. Trop de violence et les femmes gardent le silence. De tout temps, les hommes se relancent dans cette nuisance. Tel le souffle de la souffrance qui pallie toute espérance. Hashtag Wamito, osant la parole. C'est notre seule chance. C'est notre seule chance. Les récits qui me sont parvenus m'ont parfois révolté, souvent bouleversé. J'ai perçu la détresse des victimes, la solitude qui est la leur, la difficulté à dire à un autre ce que l'on refuse de se dire à soi, la honte aussi, une honte qui fait mal et qui a ce défaut d'être contagieuse. Si l'on en croit les chiffres locaux et nationaux, nous sommes tous concernés, car il est bien improbable que qui que ce soit et à tout moment ne connaisse sciemment ou non une victime. Ça demande de la patience, de l'abnégation même, mais au bout du compte, ce n'est pas la condamnation d'un tel ou d'un tel autre qui nous intéresse, mais l'intégration de cette notion simple. On ne touche pas à un enfant. On ne le bafoue pas. On l'accompagne, on l'aide à grandir, à s'émanciper. On lui donne tous les moyens d'avoir un esprit critique et de choisir un jour pour lui-même. On lui garantit les conditions de son développement. On lui donne l'opportunité de se construire sans avoir à lutter avec des soucis plus gros que lui. On le préserve des enjeux des grands. On l'aime. On le protège.